Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Il est midi et demi, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce live Startup en direct sur Décideur TV et Madines. C'est le rendez-vous des entrepreneurs tous les mercredis. Vous nous regardez mais vous pouvez également participer à cette émission. Vous pouvez poser vos questions à nos invités avec le chat à côté de cette vidéo. À la fin de cette émission, nous recevrons le fondateur de Sentinello pour la rubrique Money Time parrainée par Smart Angels. Mais avant cela, c'est le talk de ce live Startup. Il n'y a pas que Paris dans la vie pour lancer sa start-up. On va se balader un peu en province aujourd'hui avec nos invités pour voir s'il y a vraiment une différence entre Paris et les régions provinciales pour créer, les régions en province, pardon, pour créer son entreprise. François Zizerman, bonjour. Bonjour. Alors vous avez créé plusieurs entreprises à Paris mais également à Rennes. Vous êtes un spécialiste du e-commerce et du e-marketing et vous venez de créer Target to Sell installé à Rennes justement. En deux mots, Target to Sell, une solution de recommandation personnalisée pour les e-commerçants, c'est ça? Exactement, c'est une solution qui se branche sur n'importe quel site e-commerce et qui permet d'améliorer sa performance commerciale en proposant automatiquement le bon produit à chaque visiteur. D'accord. Le tarif, c'est en fonction du nombre de visites sur le site, c'est ça? Comment ça se... C'est à partir de 99 € et après le prix progresse en fonction du nombre de visites sur le site. Très bien. À vos côtés, Ariard Dallan, bonjour. Bonjour Kevin. Alors vous êtes le cofondateur de Buybox, société créée en 2010 à Toulouse. Et si on veut résumer Buybox, on peut dire que c'est un système de cagnotte en ligne pour les e-commerçants, c'est ça? Une sorte de Litchi en B2B? Alors Buybox aujourd'hui s'adresse aux e-commerçants en leur permettant de déployer leur propre service de paiement communautaire. Alors le paiement communautaire, qu'est-ce que c'est? C'est tous les services de paiement à plusieurs. On a le cadeau bien sûr, on a le voyage en groupe. Donc à travers Buybox, ils vont pouvoir déployer sous leur propre marque des services de cagnotte, effectivement. D'accord, comme des cartes cadeaux par exemple, comme on voit dans les magasins physiques, et là vous proposez les dématérialiser. Tout justement, on vient de lancer justement la e-carte cadeau Leclerc, voilà. C'est frais. Alors messieurs, première question assez simple, pourquoi est-ce que vous avez choisi Rennes et Toulouse respectivement pour lancer vos startups? Est-ce que c'est un choix de vie avant tout? Oui, c'est un choix de vie, absolument. Vivre en province, c'est pas exactement le même rythme. C'est aussi un choix d'entreprise. L'entreprise en province, il y a plein d'avantages. Ça permet d'avoir des locaux moins chers. Ça permet d'avoir, il y a évidemment plein de compétences en province. Et ça permet de construire une entreprise avec un petit peu plus de stabilité au niveau des employés. Et bien sûr, ça veut dire qu'il faut aussi avoir un pied sur Paris, mais ça, on en parlera, j'imagine. Oui. Aria, vous êtes toulousain, vous à la base, c'est ça? Toulousain. Bon, à la base, c'est quand même le lieu où habitent les fondateurs. Donc oui. Voilà. Après, on fait avec ce qu'on a. Donc après, effectivement, il faut savoir s'adapter. On crée sa société là où on habite, de base. Ensuite, il faut savoir s'adapter, aller sur Paris. Donc, on est obligé, nous, aujourd'hui, nos clients sont sur Paris. Donc, il a fallu venir régulièrement et tout récemment d'augmenter l'antenne commerciale. Parce qu'il faut avoir une présence locale. On va en parler justement, c'est tout l'objet de cette émission. Alors, on va essayer de ne pas faire de parisianisme, mais on va voir quelles sont les grandes différences entre Paris et la province. Parce que c'est vrai qu'on est quand même un pays très centralisé. Est-ce que vous avez d'ailleurs hésité, vous, avec Paris, pour lancer votre start-up, François? Oui, tout à fait. On a hésité et puis au final, ça s'est fait comme ça et c'est très bien. L'avantage de la province aussi, c'est qu'on est bien accompagné. Les interlocuteurs ont plus de temps. Donc, par exemple, les interlocuteurs Oseo, qui viennent changer de nom, j'ai plus le nom en tête. BPI maintenant. BPI, merci. C'est plus facile d'avoir un interlocuteur qui prend du temps en province qu'à Paris. Ouais. Aria, pareil. Alors, nous, on n'a pas vraiment hésité. La startup existait déjà quand vous avez rejoint exactement, le projet. Voilà. Donc, on était déjà implanté sur Toulouse. Après, c'est vrai que quand on est obligé de se déplacer régulièrement 2 à 3 fois par semaine, on se pose des questions. Voilà. Mais non, sinon, le choix de vie, la qualité de vie aujourd'hui, on retrouve quand même des profils intéressants à Toulouse. Donc, on est resté, le siège est resté à Toulouse. François, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors vous avez connu les deux, comme je disais, vous avez vécu une première start-up, les deux premières start-up étaient à Paris, c'est ça? Pas tout à fait. En fait, la première start-up Woke Up en 99, belle année pour monter sa start-up. Oui, juste avant la bulle. Exactement. Était déjà en double implémentation, localisation, avec déjà la R&D à Rennes et une antenne commerciale, marketing à Paris.
Et alors, est-ce que vous avez, vous, perçu des grandes différences justement entre Paris et Rennes? Enfin, vous me parlez au tout début du business surtout, enfin, les clients, vos clients, la majeure partie du temps, sont à Paris. Oui, en tout cas, alors bien sûr, il y a une grosse partie de l'activité commerciale est à Paris. Et puis aussi, en termes de transport, c'est-à-dire que même si on a des clients dans le e-commerce, on va avoir des clients souvent à Lille ou à Lyon. Se déplacer à partir de Paris, c'est très simple. Se déplacer à partir de Rennes, c'est un petit peu moins simple. Donc c'est une raison supplémentaire pour laquelle qui fait que la partie commerciale, c'est quand même plus commode qu'elle soit basée à Paris. Alors Aria, vous faites des allers-retours toutes les deux jours par semaine à Paris, c'est ça le rythme? Donc de base, on était 100% à Toulouse, donc ça nous a obligés à nous déplacer régulièrement sur Paris. Ça demande une organisation quasi militaire, donc prévoir les billets à l'avance parce que ça coûte très cher quand on se prend au dernier moment. Les hôtels, pareil, sur Paris, il faut savoir que c'est très très cher, donc il faut s'y prendre à l'avance. Et bon, par la force des choses, on a quand même monté l'antenne commerciale pour pouvoir être très flexible sur les rendez-vous. Donc vous avez un pied-à-terre maintenant à Paris, exactement, base… un petit bureau sur Paris avec des commerciaux. D'accord, très très bien. Alors, on va progresser dans cette émission par grands thèmes. Une des premières questions qui se pose, c'est évidemment le recrutement. Est-ce que c'est plus facile de recruter en province ou au contraire, est-ce que c'est plus difficile d'attirer des talents quand on est loin de la capitale? Alors, Aria. Plus facile, je ne sais pas, mais plus long, je pense. Ah oui. Les profils donc, très spécialisés, on va mettre un petit peu plus de temps à les trouver. Mais in fine, on arrive quand même à trouver notre bonheur. En passant soit par des cabinets, soit via notre réseau. On trouve quand même des personnes qui vont être intéressées avant tout par le projet. Et pourquoi pas, même nous, c'est arrivé, on a débauché des personnes qui venaient d'ailleurs de Toulouse. Donc, on arrive à tirer des profils quand même avec le projet. C'est intéressant ce que vous disiez, puisqu'on a reçu il n'y a pas longtemps, il y a quelques temps, Cédric O'Neill de 1000 et une pharmacie, et qui nous disait, alors lui, il est à Montpellier, et il nous disait que c'était plus facile d'attirer des talents chez eux. Il arrivait à débaucher des gens de grandes boîtes à Paris qui revenaient chercher le cadre de vie à un niveau de rémunération moins élevé, étant donné que le coût de la vie était moins élevé. Est-ce que c'est un avis que vous partagez, vous, François? Oui, tout à fait. Mais ce que je voulais rajouter par rapport à ce que vous avez dit juste avant, c'est le fait qu'il faut voir aussi par métier. Sur les profils techniques, alors en plus à Rennes, mais à Toulouse je pense que c'est la même chose, on est très aidé sur ces sujets-là parce qu'il y a des écoles d'ingénieurs qui sont tout à fait performantes. Donc on trouve des bons profils techniques en province. Sur les profils marketing et commerciaux, ça peut être un petit peu plus difficile. De trouver ces profils en province. Et en plus, ça tombe bien parce qu'on venait de dire juste avant que justement l'activité marketing et commerciale, elle avait sans doute quand même un vrai intérêt aujourd'hui à être sur Paris. Et donc, comment est-ce que vous faites des entretiens à Paris du coup pour certains profils que vous n'arrivez pas à trouver ou est-ce que Oui, alors pour les profils plus sales et marketing, on les fait sur Paris. Après les profils IT, on les fait sur Toulouse. D'accord. Et est-ce que le fait d'être en province, justement, ça permet d'attirer d'autres personnes plus attirées par un niveau de vie un peu plus élevé quand même qu'à Paris? Surtout dans le sud. En termes de qualité de vie, c'est vrai que on est connu pour ça. Bien loti, donc on arrive à attirer assez facilement des profils. Et puis une start-up, c'est une aventure. C'est le projet. Donc en mettant en avant le projet, la qualité de vie de la région, on arrive quand même à attirer assez facilement les profils. François, je vois pareil, absolument. Je partage tout à fait cet avis. Alors une question d'un internaute, Géza nous demande « Bonjour, le choix de l'emplacement de vos antennes a-t-il été fait uniquement pour des raisons économiques, prix des loyers, salaire plus bas ?» Alors, est-ce que ça rentre dans la décision, dans le choix, François? Moi, je dirais oui, c'est un élément, mais c'est évidemment pas le seul. Ce serait pas raisonnable. Donc, faire des économies de loyer, c'est très bien. Les salaires ne sont pas exactement les mêmes, donc c'est à prendre en compte. Mais encore une fois, c'est absolument pas le seul critère. Il faut une entreprise, c'est avant tout une aventure, comme tu l'as dit, une aventure humaine. Et il faut donc la monter, cette aventure humaine. Serge nous demande, les deux porteurs, enfin en l'occurrence vous, n'utilisent pas des outils de téléconf style Skype. Est-ce que ça vous arrive avec les nouveaux outils, donc pour téléphoner via Internet, est-ce que c'est… Avec un téléphone, ça suffit pour nous. Et puis bon, étant donné qu'on se déplace régulièrement, on arrive quand même à voir nos équipes en live. Effectivement, aujourd'hui, avec tous les outils en place, il est très facile de pouvoir faire du télétravail ou du télémanagement, si on peut mettre ça comme ça. Nous, on utilise beaucoup Skype, Gtalk,
Et je trouve la palette d'outils qu'on a, c'est quand même assez hallucinant et performant. Le partage d'écran, l'édition en ligne de documents et la vidéo, tout ça, quand même, ça réduit les distances. Adrien nous demande, observez-vous une différence de qualité entre profils provinciaux et profils parisiens? Et il dit différence de niveau, mais également de mentalité. Est-ce qu'il y a vraiment il y a un tel décalage entre les deux? Oui, moi je dirais oui, mais on n'est pas forcément d'accord. Moi je dirais oui, avec une beaucoup plus grande stabilité en province par rapport à Paris. Ouais. Quelqu'un de dynamique à Paris, il a en tête qu'il peut changer assez facilement, il a ça un peu dans la tête. Après, si le projet lui plaît, ça ne veut pas dire qu'il va partir en 5 minutes, mais c'est quand même quelque chose qui est dans l'esprit. C'est beaucoup moins le cas en province. Ouais. Aria, c'est un peu moins le cas pour vous? Ce qu'on a remarqué, nous, c'est dans le temps qu'il faut pour trouver le bon profil. Après, effectivement, sur Paris, on a beaucoup plus de CV, beaucoup plus d'entretiens. Ça prend peut-être moins de temps, mais in fine, je pense qu'à ce niveau, en tout cas, nous, étant donné qu'on est créé que depuis 3 ans, on n'a pas ressenti vraiment cet écart. Vous embauchez surtout des personnes locales, de la région ou Non, il y a des personnes de Strasbourg, de Rennes, justement, de Toulouse, voilà. On est assez ouverts. On va parler de la communication aussi, vous me disiez que c'est très très important. Bon, on est dans un pays où les médias sont malheureusement tous concentrés, en grande majorité du moins, sur Paris. Est-ce que ça se répercute pour vous, pour vos relations presse? Est-ce que vous avez ressenti une différence et le fait de ne pas être à Paris? Là, on est à Paris aujourd'hui, donc c'est peut-être une réponse. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, de mon côté, j'avais dès le début en tête que de toute façon, il y aurait une partie de l'activité qui serait à Paris, dont la communication. Donc, pour le coup, j'avais pris ça comme hypothèse, mais basée sur l'expérience de mes boîtes d'avant, où je savais que la communication était effectivement plutôt centralisée. C'est clair et net. Les médias sont à Paris, voilà. Surtout dans le web. Il faut être présent sur place, donc à savoir les événements, pour être proche de la presse. Est-ce que justement le fait d'être, alors j'ai une startup qui s'appelle Zéro Gâchis, je crois, qui était basée à Brest et qui me disait que c'était plus facile justement de toucher les médias locaux parce que il y avait moins de concurrence entre guillemets entre les différentes startups à l'échelle locale. Est-ce que c'est un avis que vous partagez aussi? Alors, à Rennes, on est près de Brest aussi. Je dirais probablement, mais après, la question qu'il faut se poser, c'est sur une action de communication qu'on fait, quel est le ROI, quel est le nombre de personnes qui vont être touchées. Et voilà. Après, sur des business, je ne connais pas le business de la personne dont on parlait. Si son business est lié à la géographie, à ce moment-là, ça peut avoir du sens. Si on est sur une activité qui a une ampleur au moins nationale, à ce moment-là, c'est probablement plus délicat. Exactement. En fait, ça va dépendre du secteur d'activité. Après, dès qu'on va parler web, technologie de pointe, forcément, pour moi, c'est Paris. On ne peut pas passer à côté. Nicolas nous demande, ne vous sentez-vous pas trop loin des réseaux parisiens, du web parisien pour développer votre business? Est-ce que vous avez besoin d'être à Paris pour être dans le cœur du réacteur français, on va dire? Oui, en tout cas, nous, on l'a ressenti et c'est bien pour ça qu'on a un pied à Paris et que moi, comme vous l'avez dit, j'y passe du temps à Paris. Donc, c'est un temps partagé finalement. Je rajouterais juste, on est loin, mais après, il peut s'agir d'un choix, de ne pas justement s'éparpiller, trop faire d'événements, de rester vraiment focus sur le produit et les clients. Donc ça peut être aussi un inconvénient qu'on tourne à son avantage. Alors il y a une question qui se pose également, c'est celui des fonds. Pour lever des fonds, Steve nous demande, être en province limite-t-il les options pour lever des fonds ou créer plutôt une sorte de sentiment local qui facilite la relation avec les investisseurs dans les régions? Donc, par exemple, en Bretagne, il y a des fonds spécialisés à la région Grand Ouest. Donc, par rapport à ça, c'est un avantage parce qu'effectivement, il y a une concurrence un petit peu moins forte. Maintenant, si on prend l'ensemble des fonds, globalement, on va revenir à une activité très centralisée. Donc, je dirais un petit peu les deux. On doit jouer la carte de la localité et ça donne un avantage. Et puis, on ne peut pas s'empêcher d'aller voir des fonds parisiens ou même internationaux. Alors, vous avez levé 330 000 euros dès votre lancement, c'est ça? Oui, absolument. Vous êtes tourné auprès des business angels pour commencer? Oui, absolument. Plutôt, justement, là, on parlait de... Est-ce que c'est diverses régions de France ou c'est très axé justement sur la région Bretagne ou
Non, c'est absolument pas axé sur la région Bretagne pour le coup. C'est diverses régions de France et même des exilés fiscaux, puisque j'ai des investisseurs qui habitent en Belgique. D'accord. Voilà, donc... Très bien. Aria, même question sur les... Mark Gage, donc, qui est le fondateur et président de la société, a levé un peu d'argent à la création, donc c'est du Love Money. Ouais. Puis effectivement, dès qu'il a fallu accélérer, on est venu sur Paris, parce que bon, il faut savoir que tous les VC sont aujourd'hui sur Paris. Et c'est une proposition d'un VC parisien qui nous a permis d'avoir une deuxième proposition d'un fonds régional. Alors justement, votre histoire elle est intéressante. Vous avez levé en 2012 1,7 million d'euros auprès d'Iris Capital, mais également de Midi Capital, comme son nom l'indique, est plutôt axé sur les startups du Midi. Exactement. Comment ça s'est fait justement cette alliance? Paradoxalement, on a rencontré d'abord Iris Capital parce qu'on s'est concentré sur Paris. D'accord. Donc vous savez comment ça se passe, on voit plusieurs fonds, on a des term sheets. Ouais. Voilà, exactement. Et du coup, voilà, c'est en ayant ces premières propositions que Midi Capital, donc on les a rencontrés. Ouais. Ils ont été forcément très séduits par le projet. Et du coup, on a fait donc, du coup, ce partenariat, cet investissement avec Iris Capital et Midi Capital. Et le fait d'avoir un fonds plus régional avec Midi Capital, est-ce que c'était un avantage pour vous? Est-ce que oui, au niveau de la proximité peut-être? Exactement, voilà, au niveau de la proximité, des médias quand même régionaux qui sont présents malgré tout. Cette proximité-là, donc on peut les appeler autant que les fonds aujourd'hui à Paris, mais la proximité, elle sert. Voilà. Gaël31 nous demande, avez-vous le sentiment d'être plus crédible en ayant une antenne à Paris? Est-ce que ça vous change au niveau du business, des relations que vous avez avec des clients? Alors, plus crédible, je ne sais pas, je ne vais pas parler à la place du client, mais en tout cas, c'est sûr que le client est souvent très capricieux au niveau des rendez-vous, décalage rendez-vous, et la présence sur Paris, on gagne énormément en étant présent sur Paris. Oui, en crédibilité, je pense, oui, en réactivité, en crédibilité, je pense que le client est plus rassuré, même en avant-vente, donc en commercial. Je pense qu'on gagne à pouvoir donner une adresse parisienne plutôt que provinciale. Jeza nous demande, finalement pour un profil uniquement pure player, le choix de la ville peut-il avoir une importance? C'est vrai qu'on parle d'implantation, mais est-ce que dans le web, il y a vraiment une implantation qui compte? C'est peut-être ça la question. J'ai vu des boîtes complètement décentralisées, donc avec zéro activité à Paris. Il faut oser, quoi. Ouais. Adrien nous fait une petite remarque, selon lui. J'ai l'impression que les startups en province sont centrées sur leurs activités loin des problématiques de com, alors que du côté parisien, on cherche souvent à faire parler de soi avant de s'occuper du fond des choses. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue? Je trouve ça dommage de mettre les deux en opposition. Une start-up, elle doit absolument faire de la communication et elle doit absolument travailler sur le fond de plein d'autres choses, et y compris bien sûr le produit et l'offre. Mais faire un magnifique produit et n'en parler à personne, ça va conduire, c'est certain que ça va conduire à l'échec. Ouais. C'est un choix stratégique. Soit on essaie de se focaliser sur les médias, soit on se focalise sur les clients qui vont in fine parler de nous. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il faut maintenir un équilibre entre les deux. Mais j'ai vu tous les bugs, j'ai vu des boîtes se planter parce qu'elles faisaient que de la com. Ouais. Avec absolument rien derrière, et c'est évidemment, ça ne va pas aller très loin. Et j'ai vu évidemment aussi des boîtes se planter avec une belle techno, mais il n'y avait pas l'habillage autour. Et les deux sont complémentaires. Un internaute nous demande, Aria, l'inverse aurait-il été possible? Alors c'est pour la levée de fonds. Lever des fonds d'abord en province, auprès d'un fonds de province, et après… Oui, je pense que oui, là ça a été vraiment le hasard, je pense. Le circuit naturel, ça aurait été de lever d'abord auprès de… Vous n'avez pas regardé d'abord, vous n'avez pas toqué à la porte de Midi Capital avant… On est direct allé à Paris. Voilà, exactement. Et puis par la force des choses, forcément, on a trouvé aussi des fonds au niveau régional. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Au niveau du développement, quelles sont vos stratégies, quelles sont vos ambitions pour la suite, François? Est-ce que l'idée, on parlait d'international peut-être aussi, est-ce que ça peut se faire dans les mêmes conditions? Dans les mêmes conditions, c'est-à-dire toujours rester entre Paris et Rennes, ou est-ce qu'il faut… Oui, absolument. La stratégie va rester la même. Maintenant, sur des boîtes comme Target to Sell, l'enjeu international, il est clair. Donc, on a commencé par se développer en France. Ça se passe plutôt bien, puisqu'en quelques mois de commercialisation, on a une trentaine de clients. Ouais. On est content. L'étape qui vient tout de suite après, c'est l'international. Finalement, on va continuer un petit peu sur le même modèle, c'est-à-dire une partie des équipes à Rennes,
un pôle commercial et marketing à Paris, et puis finalement d'autres pôles dans d'autres pays, puisque finalement on va retrouver le même modèle. Ouais. Pour bien vendre dans un pays, il va bien falloir avoir une force commerciale, une force marketing locale. Et au niveau du management, justement, on n'a pas posé la question, mais c'est intéressant. Comment est-ce que vous faites pour gérer les deux équipes? Donc, il y a un moment donné où il n'y a plus de patron dans une des structures. Est-ce que c'est une question qui se pose pour vous? C'est forcément une question qui se pose, et la réponse, finalement on en a déjà parlé un petit peu, c'est du temps partagé, et puis après il y a tout un tas d'outils qui permettent de rester très connectés. Et on est sur des petites boîtes où au bout du compte, tout le monde se connaît, et heureusement les équipes sont assez autonomes en fait. Aria, même type de question, au niveau du management, est-ce que ça a un impact selon vous? Oui, il y a un impact. Après on s'adapte, une fois de plus, donc on reste présent par conf call, par téléphone, et puis une présence physique aussi. Mais il faut quand même compter sur l'autonomie, donc il faut, dans le choix de son équipe, il faut avoir des gens avant tout autonomes, c'est vrai. Pour revenir sur cette question de l'ambition à l'international, Iris Capital, c'est un fonds qui est connu pour être axé sur l'international. Est-ce que c'est une volonté, vous, qui est affichée? Voilà, donc aujourd'hui, on a clairement l'attraction du marché français, et on souhaite dès 2014 aller voir l'appétence qu'il y a à l'international, tout en restant quand même basé à Toulouse. Aujourd'hui, on a une offre en SaaS, on peut adresser un produit, un service à d'autres pays. Et donc, quels sont les pays, en l'occurrence, que vous Alors, prioritairement, regardez, on va voir UK, Allemagne en Europe, et puis on verra la suite s'il y a des opportunités. Des questions encore d'internautes. Serge nous demande, les deux entrepreneurs sont-ils passés par un incubateur ou un accélérateur? Oui, alors en ce qui me concerne, non. Non. Et la réponse, c'est que j'ai essayé et que j'ai trouvé que c'était un petit peu le parcours du combattant. Et finalement, je me suis débrouillé sans. Mais c'est un peu de hasard. Quand je suis allé voir les incubateurs, il y avait des listes d'attente, il y avait des choses comme ça. Et je me suis dit que j'avais autre chose à faire. Donc, j'ai choisi d'autres chemins. Aria, même question. Chose pour Marc Gage, le fondateur, non. Voilà. Le choix était non. Donc, il a développé la solution par lui-même et des partenaires. C'est un choix personnel, je pense. C'est très bien le principe des incubateurs. Et il se trouve que simplement, moi, je ne suis pas exactement le jeune étudiant qui veut monter sa boîte. Et donc, forcément, avec l'expérience, j'ai un tout petit peu moins besoin de ce réseau de tout départ, qui est effectivement très important pour un jeune. Et on parlait d'écosystème, il y a Fred qui nous parlait d'écosystème. Est-ce que vous, c'est quelque chose à Toulouse que vous retrouvez? Vous êtes très entouré. Est-ce que vous essayez de vous entourer en tant que jeune entrepreneur, là, pour le coup? Alors, Marc est un petit peu plus âgé que moi. Ça aide. Non, alors nous, on n'est pas dans l'écosystème startup. Voilà, on s'est vraiment focalisé dès le départ sur la plateforme, les clients et la recherche de fonds. Voilà. Après, c'est un choix stratégique. Sur le business Exactement. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à toutes les questions de nos internautes. Je vous propose maintenant de passer à la nouvelle rubrique de cette émission, Money Time, parrainée par Smart Angels. Le concept, le fondateur d'une startup vient pitcher son idée. Et aujourd'hui, on accueille Sentinello. Et nous recevons sur ce plateau Bruno Vercelli, le cofondateur de Sentinello. Bonjour. Bonjour Kevin. Alors expliquez-nous ce qu'est Sentinello. Alors Sentinello, c'est une solution qui permet aux utilisateurs tout simplement de trouver le produit dont ils ont besoin, non pas sur Internet, mais dans un magasin près de chez eux. Donc, notre métier, c'est d'aller dématérialiser l'inventaire des magasins, surtout des grandes chaînes, et de générer donc du trafic dans les boutiques pour ces gens-là, pour ces commerçants qui ont des points de vente physiques. En fait, c'est un catalogue papier, mais version application iPhone, c'est ça? Application smartphone, tout simplement. Alors, c'est mieux que ça. C'est mieux que ça parce que dans un catalogue papier, d'abord, vous allez l'envoyer à des gens qui ne sont pas forcément intéressés. Ici, c'est une application smartphone, donc les gens viennent pour chercher un produit. Dans un catalogue papier, vous n'avez qu'une centaine de références, donc on peut avoir jusqu'à 3 ou 4 000 produits par point de vente. Et puis surtout, vous avez la disponibilité, le stock, le prix qui peut varier de magasin en magasin, ce qui est souvent les petits disclaimers qu'on voit sur les catalogues papier, c'est pas disponible ici, c'est pas disponible là. Donc nous, on fait tout ce travail en amont
avec les annonceurs, nos grands annonceurs comme Leclerc, Castorama, voilà, ce genre d'enseigne. Et donc comment ça marche très concrètement en fait? On tape sur son iPhone ou son smartphone, pardon, est-ce que j'ai arrêté de faire de la pub pour Apple, le nom d'un produit qu'on cherche et l'application nous donne exactement les références et les endroits où il se situe? Alors oui, par défaut, vous êtes géolocalisé là où vous êtes, mais vous pouvez délocaliser la recherche. L'idée, c'est bien sûr, si vous rentrez un mot-clé ou une référence, de trouver le produit. On reclasse aussi l'ensemble des produits dans notre propre nomenclature, ce qui permet à l'utilisateur de trouver très facilement, selon ce qu'il recherche, dans la catégorie TV IFI, dans la catégorie alimentation, l'ensemble des produits qui sont réagrégés par catégorie. D'accord. Le business model, comment ça fonctionne? C'est de l'affiliation? L'application est payante? Enfin, comment est-ce que vous fonctionnez? Alors non, les applications sont gratuites. Alors il y a Sentinello bien sûr, qui est notre application. Notre flux de produits géolocalisé, il est également présent sur d'autres applications, parce qu'on est sur les GPS d'Orange, d'SFR. Là on va sortir l'application du Parisien. Donc le principe, c'est d'avoir une audience importante. Aujourd'hui il y a plus de 3 millions d'applications installées qui comportent notre flux de produits. Et notre business model, c'est du marketing à la performance. C'est-à-dire que ce que nous facturons aux annonceurs, c'est de la génération de trafic en magasin, c'est-à-dire des gens qui cherchent un produit, ils savent ce qu'ils veulent, ils sont à côté, ils en ont vu plusieurs, et il y en a un qui les séduit suffisamment pour demander à savoir quelle est l'enseigne et à être guidé jusqu'à cette enseigne. Donc c'est vraiment du marketing à la performance pur et dur. Messieurs, une question, un avis et une remarque sur la start-up de Bruno? François. Peut-être comment vous voyez la convergence ou la concurrence entre une offre comme ça, si j'ai bien compris, qui est orientée catalogue magasin, et puis le catalogue en ligne de ces enseignes? Alors, nous, lorsqu'on a créé Sentinello, on est parti d'un constat assez simple, c'est 85% des gens qui recherchent de l'information sur Internet pour un produit finissent par l'acheter en magasin. Or, souvent, l'information qu'ils vont avoir sur Internet, c'est de l'information e-commerce. Ça veut dire qu'il y a des exclus web, il y a pas, les prix peuvent varier en magasin, c'est pas la même chose. Sur Internet, il y a un prix unique. Dans les magasins, ça va varier par région, par type de magasin, etc. Donc il faut prendre en compte toute cette complexité. Donc on a développé une technologie qui nous permet justement d'absorber cette complexité, de savoir précisément sur, par exemple, Leclerc, sur les 570 magasins, quel produit est dispo, ou à quel prix. Et bien sûr, chaque magasin ne va pas avoir les mêmes produits, pas au même prix, etc. Et comment c'est possible justement de référencer autant de magasins? Vous avez des gens qui vont dans tous les magasins, ou comme vous êtes reliés par plateforme? Comment ça fonctionne? Alors nous, on travaille directement avec le siège des enseignes. Alors on a des grands clients, des grandes enseignes, on a des plus petites aussi, ou même des magasins indépendants. L'idée, c'est vraiment d'aller regarder ce qui se passe dans ces enseignes, qui distribuent quoi, ou quels sont les droits et les devoirs de chaque magasin, et ensuite d'aller faire cette mécanique qui permet d'aller chercher toutes les informations et de les redistribuer. Donc pour ça, on a développé une technologie qu'on appelle les injecteurs intelligents de données, les Smart Data Injectors, ce qui nous a valu d'ailleurs une reconnaissance d'OSEO. Et c'est cette technologie-là que nous venons déployer au siège, en connexion avec l'informatique des enseignes, pour avoir cette info validée partout. Alors une petite question un peu plus personnelle sur votre ancienne vie. Vous êtes l'ancien directeur marketing d'Apple France. Pourquoi avoir décidé de lancer votre start-up? C'est la culture Apple justement qui vous a donné envie de vous lancer à votre tour aussi? Oui, il y a plusieurs éléments de réponse. Effectivement, chez Apple, la culture, c'est l'innovation. Donc on baigne là-dedans, et donc bien sûr, ça marque un petit peu au fer rouge. L'autre raison, c'est que j'avais lancé l'iPhone il y a quelques années. Donc quand on a lancé Sentinello, on savait que c'était cet outil-là qu'il nous fallait. Alors c'était un vrai pari, parce que quand on l'a lancé, il y avait 700 000 iPhones. Donc on pensait que ça serait une déferlante. Bon, a posteriori, c'est toujours facile d'avoir raison. À l'époque, c'était un vrai pari. Et puis, l'autre côté, c'est que j'étais directeur marketing. J'avais déjà ces problématiques de génération de trafic en magasin. Comment on fait pour être sûr de générer un trafic qualifié dans les enseignes? Et enfin, le point culminant, c'est l'équipe. C'est-à-dire que monter une start-up, c'est travailler avec une équipe. Et là, j'étais avec des gens que je connaissais, avec qui j'avais travaillé auparavant. Pas chez Apple, mais qui étaient soit des partenaires, soit des clients. Et donc c'est l'équipe qui fait franchir le pas, parce qu'on sait qu'on a un produit qui peut valoir le coup. À l'époque, au début, on ne sait pas. Maintenant, on le sait. Et puis surtout, on a une équipe sur laquelle on peut compter, avec des profils seniors complémentaires, et surtout une belle unité. Et c'est ce qui fait la force de la start-up. Une dernière question pour finir cette émission. Le nom de cette rubrique, c'est Money Time, justement. En quoi est-ce qu'on peut vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? De quoi est-ce que vous avez besoin? Bruno, les startups, elles ont souvent besoin d'argent. On en parlait tout à l'heure. Nous, on est en train de faire une deuxième levée de fonds, principalement avec des business angels.
Donc toutes les volontés sont bienvenues. On est en cours de closing, il y a encore un petit peu de place, mais on est en cours de closing sur la fin d'année. D'accord. Donc avis aux bonnes volontés. Très bien. Merci beaucoup Bruno d'avoir présenté Sentinello, alors avec un seul L, attention. Hein. Avec un seul L, exactement. Merci à vous également messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci. Startup revient tous les mercredis, le mercredi prochain en fait, puisque c'est tous les mercredis, en direct. Elle sera rediffusée cet après-midi sur Décideur TV, sur Madines, sur le site de la PCE et sur la Tribune. Je vous dis à la semaine prochaine, on parlera de franchise avec les fondateurs de Sushi Shop et de Cash Express. À mercredi prochain.